Une restructuration, c'est sans doute l'un des défis les plus redoutables pour une entreprise. C'est un vrai moment de vérité où l'économie, le juridique et surtout l'humain entrent en collision. Et pour traverser cette tempête, croyez-moi, il faut une expertise bien particulière. Regardez ce chiffre, 483. C'est le nombre minimum de plans de sauvegarde de l'emploi, les fameux PSE, qui ont été déclenchés en France rien qu'en 2023. On ne parle pas d'un phénomène rare, c'est une réalité économique bien concrète qui impacte des milliers de personnes chaque année. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. On va d'abord planter le décor, le défi que représente une restructuration et son cadre légal qui est, disons, assez touffu. Ensuite, on verra la solution, le DRH de transition. On explorera son intervention en 5 phases, on se penchera sur l'aspect humain qui est central et on terminera avec des conseils pratiques pour les dirigeants. Bon, allons-y. Le défi de la restructuration. C'est vraiment un moment de vérité. D'un côté, il faut sauver la boîte. C'est une question de survie économique. De l'autre, il y a des gens, des vies, des familles. C'est un exercice d'équilibriste hyper délicat et franchement, beaucoup de patrons de PME se sentent complètement dépassés. Et au milieu de tout ça, il y a cet acronyme qui fait un peu peur, PSE, Plan de sauvegarde de l'emploi. Attention, ce n'est pas juste de la paperasse. Non, c'est un cadre légal très strict, implacable même, qui vous tombe dessus dès que vous dépassez certains seuils. Alors concrètement, quand est-ce qu'on est obligé de lancer un PSE? C'est simple. Si votre entreprise a 50 salariés ou plus, le coup près tombe dès que vous prévoyez de licencier au moins 10 personnes sur une période de 30 jours. C'est la même chose si 10 salariés refusent une modification de leur contrat pour un motif économique. Et un point super important, pour toute entreprise de plus de 10 salariés, la consultation du CSE, le Comité social et économique, est une étape absolument incontournable. Pas de discussion possible là-dessus. Ok, une fois qu'on y est, il y a 2 chemins possibles. Soit la voie de la négociation, où l'on trouve un accord majoritaire avec les syndicats. C'est le scénario idéal. Soit, si ça coince, la voie unilatérale, où c'est l'employeur qui rédige le plan. Mais, et c'est un mais énorme, dans les 2 cas, il faut le tampon de l'administration du travail, la DREET. C'est elle, le juge de paix. Elle vérifie tout et si elle ne donne pas son feu vert, on repart à zéro, tout est annulé. Face à ce casse-tête juridique et humain, comment on fait ? Il existe une solution, une sorte de joker stratégique, le DRH de transition. Imaginez un pilote de chasse, un expert ultra chevronné qu'on appelle en renfort pour gérer une mission critique mais temporaire. Un DRH de transition, c'est quoi au juste ? C'est simple, c'est un pro de très haut niveau qui a déjà géré des situations comme ça des dizaines de fois. Il arrive, il est opérationnel le jour même. Pas de période d'adaptation, rien. Il débarque avec sa boîte à outils, sa méthode, son expérience et il apporte tout de suite un peu de calme au milieu du chaos. Son premier super pouvoir, si on veut, c'est son expertise technique. Ce genre de profil connaît le code du travail sur le bout des doigts, avec toutes ses subtilités. Il sait comment parler à l'administration, comment gérer les discussions avec le CSE et surtout, son objectif, c'est de monter un dossier blindé, un plan qui soit juridiquement inattaquable. Son deuxième atout, c'est un peu plus subtil, mais c'est tout aussi fondamental, c'est sa neutralité. Pensez-y, il n'a pas d'historique dans la boîte, pas d'amis, pas d'ennemis. Ça lui permet de prendre les décisions difficiles de façon totalement objective. Et cette position d'externe, ça lui donne une crédibilité énorme face aux syndicats. Ça aide vraiment à apaiser un climat social qui est souvent explosif. Et enfin, troisième avantage, et pas des moindres, la flexibilité et la maîtrise des coûts. Un PSE, ce n'est pas éternel. C'est une mission avec un début et une fin. Donc faire venir un expert juste pour cette période, c'est hyper malin d'un point de vue financier. On s'offre une compétence de pointe sans s'engager sur le long terme, sans alourdir la masse salariale. Et une fois la tempête passée, on peut se concentrer sereinement sur la suite. Ok, mais concrètement, comment il travaille, cet expert ? Attention, ce n'est pas de l'improvisation, loin de là. C'est une véritable feuille de route, une méthode hyper structurée en 5 grandes phases. L'idée, c'est de transformer le chaos ambiant en un processus clair et maîtrisé. Alors, ce parcours, le voici. Ça démarre très fort avec un diagnostic éclair en 1 ou 2 semaines. Juste après, on passe à la construction du plan en dialogue avec les partenaires sociaux. Troisième étape, le grand oral, la validation par la DREETS. Ensuite, on entre dans le dur avec la mise en œuvre. C'est souvent la phase la plus tendue. Et ça ne s'arrête pas là, non. La dernière phase, c'est le suivi post-PSE. Et elle est absolument capitale pour préparer l'avenir. Maintenant, on va parler de quelque chose d'essentiel. Un PSE réussi, ce n'est pas juste un dossier bien ficelé juridiquement. Le vrai succès, il se joue sur le terrain humain. C'est la clé. Et pourtant, c'est souvent l'aspect le plus sous-estimé. Voilà, cette phrase dit tout.
derrière les articles de loi et les documents administratifs, il y a des êtres humains, des parcours de vie, des familles, des projets. Un licenciement économique, c'est un vrai traumatisme. Et si on ignore cet impact, on fonce droit vers une crise sociale majeure et on démoralise complètement ceux qui restent. Alors pour les salariés qui partent, il faut un accompagnement digne de ce nom. Ça va bien au-delà du chèque d'indemnité, évidemment. On parle de mesures très concrètes pour les aider à se remettre en selle. Un bilan de compétences pour faire le point, du coaching pour leur recherche d'emploi, un accès à un réseau, un soutien pour les plus fragiles. Et attention, erreur classique, il ne faut surtout pas oublier ceux qui restent, les survivants. Eux aussi, ils souffrent. Ils vivent souvent ce qu'on appelle le syndrome du survivant, un cocktail toxique de culpabilité, d'angoisse, de peur pour l'avenir. C'est leur remobilisation qui va conditionner le succès de l'entreprise demain. Il faut les rassurer, être transparent et reconstruire un projet qui a du sens. Et au milieu de tout ça, il y a les managers. Ils sont en première ligne, en plein dans la fournaise. C'est eux qui doivent annoncer les mauvaises nouvelles, gérer les larmes, la colère, et ensuite reconstruire une équipe. Eux aussi, ils ont besoin d'être armés, formés, soutenus pour ne pas craquer. Ce sont eux, les piliers de la reconstruction. Bon, pour finir, si on devait résumer tout ça en quelques conseils clés pour un dirigeant qui fait face à cette situation, voici une sorte de checklist stratégique. Le mot d'ordre, c'est anticiper, ne jamais attendre d'être au pied du mur. Ensuite, bien choisir son expert et lui donner une vraie autonomie. Mettre le paquet sur l'accompagnement humain, c'est non négociable. Communiquer, communiquer, communiquer de façon transparente. Et enfin, penser à l'après dès le premier jour du projet. C'est comme ça qu'on transforme une épreuve terrible en une opportunité de se réinventer. Parce que la vraie question, au final, c'est celle-ci. Est-ce qu'on est prêt à voir au-delà de la crise ? Une restructuration bien menée, ce n'est pas juste limiter les dégâts. Ça peut être une chance unique de tout remettre à plat, de se réorganiser, de bâtir un futur plus solide. C'est un défi immense, c'est certain, mais ça peut aussi être une véritable opportunité stratégique.